5 heures, pile 55 minutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, je vous salue, nous vous saluons. Merci d'être avec nous pour cette première émission du mois de novembre, l'avant-dernier mois de l'année. Nous sommes à 60 jours pile du 31 décembre 2018. Bonjour Alix. Bonjour Marco. Ça va bien? Bonjour à la maison, je vais très bien, merci. Ma Rose Alix. Oui, Vous êtes magnifique ce matin. on refermait le mois d'octobre rose. Mais toutefois, la campagne, elle continue, donc il faut maintenant apporter du rose dans la vie. Surtout que nous allons parler de cancer dans la thématique de cette émission, parce que jeudi, vous savez, c'est santé. On va parler des cancers, entre autres, du cancer du sein, du col de l'utérus, de tous ces cancers. Et puis on espère qu'un jour, tout ça, on va trouver des traitements très efficaces. Au sommaire de cette émission, qu'est-ce qu'on aura? Mais au sommaire, avec la thématique santé, nous allons aborder aujourd'hui l'actualité. Nous sommes le 1er novembre, donc la célébration de la Toussaint avec le père Laurugnon Serge. Nous allons savoir qu'est-ce qui en retourne avec la fête de la Toussaint qui est fériée, donc bon repos à vous. Installez-vous confortablement. Et ça ne c'est pas tout. On aura bien sûr nos fondamentaux, la revue de presse, le point route et puis quelques informations à vous distiller en ce 1er novembre. Alors rappelons tout simplement pour ceux qui nous regardent, qui profitent de ce jour férié. Vous êtes chanceux. La Toussaint, c'est une fête catholique célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l'Église catholique latine honore tous les saints connus et inconnus. Alors, la célébration liturgique commence au Vêpres le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre. Elle précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts dont la solennité a été officiellement fixée au 2 novembre. Donc, vous comprendrez pourquoi cette fête-là, nous nous recueillons auprès de nos chers disparus. Et puis, il faut noter également, mesdames et messieurs, que les protestants ne pratiquent pas de culte des saints, mais certaines églises luthériennes, il faut le préciser, célèbrent néanmoins cette fête. Les églises orthodoxes ainsi que les églises catholiques orientales de rite byzantin continuent à célébrer le dimanche de tous les saints, le dimanche suivant la Pentecôte. Donc, bonne fête de Toussaint à toutes et à tous. Profitez de ce jour férié pour avoir à côté de vous vos calepins, parce qu'il matin bonheur et on prend beaucoup de notes. Fête du jour, bien sûr, Toussaint, Aristobule, Bartholde, Berthold, Berthaud, Césaire, Dagbert, Dagobert, Élydie, Éponine et Harald. Et ce sont tous ces noms-là ou ces prénoms qui sont célébrés aujourd'hui. Donc, bonne fête à vous, messieurs et dames. Joyeux anniversaire aujourd'hui, donc, des personnalités qui marquent leur sphère. 1er novembre 1943, Salvatore Adamo. Donc, voilà, fête son anniversaire aujourd'hui, Salvatore Adamo. C'est un grand chanteur français. On lui connaît en tout cas de belles paroles, des mélodies dans ses chansons comme Le bal des gens bien ou encore, voilà, on a Ma vie. Ce sont des titres. À côté de lui, on a Jacques Attali qui est un homme politique très connu avec à son actif près de 358 environ citations très inspirantes. Il fête aujourd'hui son 75e anniversaire. Il est né le 1er novembre 1943. Et puis, parlons aussi de Bernard Kouchner, grand homme politique européen, français précisément, qui est né un 1er novembre 1939. Bernard Kouchner, donc, qui se distingue dans l'humanitaire, qui est donc à la base donc, de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui Médecins sans frontières, MSF, qui est vraiment actif dans le milieu humanitaire, et cela transcende vraiment les régions, et vraiment il est de bon aloi de lui rendre hommage aujourd'hui, de lui souhaiter un anniversaire vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'il fait et qu'il fera certainement pour l'humanité. À côté de la vie, il y a cette dualité avec aussi le départ sur la Terre. Ils nous ont malheureusement quittés un 1er novembre. Paul Tibet, il est pilote. C'est le pilote qui a notamment fait lancer la bombe atomique sur Hiroshima, malheureusement. Et oui, quand vous dites qu'il nous a quittés malheureusement, pour d'autres... Le sentiment est mitigé. Voilà, il est partagé selon qu'on se retrouve sur la planète Hiroshima. Terre. Je rappelle que c'était le 23 février 1915. Et puis il y a Alain Fournier, journaliste et auteur de romans policiers très intéressants également, qui nous a quittés un 1er novembre 2004. Nous sommes là, nous célébrons la vie, parce que c'est la vie qui doit primer. Nous sommes très heureux d'être en vie aujourd'hui, de bénéficier donc de souffle, d'esprit et surtout donc de vitalité. Ça fait plaisir, c'est ce qui doit primer. La vie de cette émission repose également sur l'information. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons tout de suite avec la grâce, la candeur de Maïssa Kogaï pour le premier flash de Matin Bonheur.
Merci Marcelin, bonjour Alix. Voilà, bienvenue dans ce premier flash ce jeudi 1er novembre à Matin Bonne Heure. Le président de la République Alassane Ouattara a pris part aux côtés des chefs de l'initiative Compact with Africa à la table ronde organisée par la chancelière allemande Angela Merkel le mardi 30 octobre à 16 h. Une rencontre pour faire le point sur la mise en œuvre de ce contrat-programme dédié à la promotion des investissements privés en Afrique. Awatouri. 11 chefs d'État et de gouvernement africains de l'initiative Compact with Africa à la chancellerie fédérale de Berlin pour une table ronde présidée par la chancelière allemande Angela Merkel et qui a vu la participation de l'Union africaine, l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Pour Angela Merkel, l'Afrique est à la fois un continent d'opportunités et un défi majeur pour l'Europe, d'où la nécessité de nouer des partenariats égaux et durables. Promouvoir donc l'engagement des entreprises allemandes en Afrique passe par la prise de décisions courageuses, notamment la création d'un fonds d'investissement de plus d'1 milliard d'euros destiné aux petites et moyennes entreprises d'Europe et d'Afrique, l'amélioration de la protection contre les risques pour les exportations et investissements dans les pays du Compact et surtout éviter la double imposition des entreprises. Autre mesure proposée, c'est la promotion de nouveaux partenariats pour l'emploi et la formation en vue de développer des secteurs spécifiques dans des lieux appropriés comme des parcs commerciaux et industriels. Au total, cette table ronde a permis à chaque participant de dresser un bilan de la mise en œuvre du programme, de présenter les performances réalisées et surtout d'indiquer ses attentes. Les premiers partenariats de réforme du Compact with Africa ont été conclus en 2017 avec la Tunisie, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Au thème de ce sommet du G20 Afrique sur les investissements, le président de la République Alassane Ouattara a quitté Berlin pour Paris où il va participer aux cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice et à la première édition du Forum de Paris sur la paix. La première édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine a débuté hier ici à Abidjan. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présidé la cérémonie d'ouverture. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine est un rendez-vous de formation, d'échange et de solutions couvrant la problématique liée à l'épargne. La Banque mondiale a publié hier son rapport Doing Business 2019. Ce rapport de référence, considéré comme l'un des principaux indicateurs économiques de l'institution financière internationale, place la Côte d'Ivoire au 122e rang sur les 190 pays évalués. Constat, le pays gagne 17 places en comparaison à 2018. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est félicité de cette performance. Ce bon résultat, affirme le chef du gouvernement, devrait accroître la confiance des investisseurs privés et rendre encore plus attrayante la destination Côte d'Ivoire comme une plateforme incontournable pour faire des affaires. Lansine Bakayoko. En se hissant au 122e rang sur les 190 pays en compétition, la Côte d'Ivoire fait un bond de 17 places et devient le premier pays réformateur au niveau de la sous-région ouest-africaine. La Côte d'Ivoire donc renoue avec la dynamique des bons résultats que nous avions connus en 2014-2015, puisque au cours de ces 2 années, nous étions parmi les 10 pays qui ont fait le plus de réformes dans le monde. Nous sommes à nouveau cette année dans le top 10. Pour cette édition du Doing Business 2019, la Banque mondiale a mesuré la réglementation des affaires et son application effective dans 10 domaines du cycle de vie d'une entreprise. Le groupe de la Banque mondiale tient particulièrement à féliciter le gouvernement ivoirien pour ses efforts visant à améliorer l'environnement des affaires dans le pays. En effet, la Côte d'Ivoire est un pays résolument engagé vers l'amélioration de son climat des affaires en vue d'attirer, de faciliter les investissements à même de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement.
Création d'entreprises, obtention de prêts ou de permis de construire, paiement des impôts et exécution des contrats sont les domaines où la Côte d'Ivoire a réalisé ses meilleures performances. Ces efforts vont être poursuivis avec d'autres réformes liées notamment à la digitalisation de l'administration. Il s'agit du portail unique dédié à l'investisseur, dénommé portail unique de services à l'investisseur. Ce portail permet de regrouper en un seul lieu l'ensemble des informations utiles à l'investisseur. Sont ainsi mises en ligne les informations relatives aux formalités de création d'entreprise et d'obtention de licences, autorisations et permis d'affaires. Avec ce dispositif transactionnel, il existe désormais la possibilité de réaliser les formalisations de création d'entreprise avec génération de l'identifiant unique d'immatriculation des entreprises. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement a inscrit en priorité de l'agenda 2018-2020 d'importants projets de réforme tels que la dématérialisation des sûretés immobilières, de l'activité judiciaire, de la déclaration et du paiement des cotisations sociales, du système d'information géographique et de géolocalisation. Signalons que dans ce rapport Doing Business 2019, l'île Maurice est devenue le premier pays de l'Afrique subsaharienne à intégrer le top 20 des économies mondiales. Ce jeudi 1er novembre, les morts sont commémorés dans le monde. La Toussaint est une fête catholique au cours de laquelle l'Église honore tous les saints connus et inconnus. Elle précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts et cette journée est déclarée fériée, chômée et payée ici en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce premier flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 6h30. Merci beaucoup, Maïs Sako. Et vous avez parlé de journée fériée, payée, chômée, mais ce n'est pas l'occasion pour paresser. Donc nous, on vous invite à suivre tout de suite et maintenant les indications et les exercices de notre coach maison, le coach Cyril Niamké. Bonjour tout le monde et bon matin. Qu'est-ce que vous dites si je vous dis qu'aujourd'hui on fait une bonne petite session cardio avec un peu de coordination? Faut me suivre, ça sera 2 gros exercices d'enchaînement qu'on va répéter au fur et à mesure. On va faire ça 6 fois, donc 3 fois par exercice. D'accord? Alors, premier exercice, ça sera 4 coups de poing et 2 coups de pied. D'accord? On va aller ensemble. Dans 10 secondes, on se prépare. On met un pied devant. On met la garde. 5, 4, 3, 2, 1. On se met en position. Go. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On repart. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allons-y. 1, 2. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, courage. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez. Bientôt fini. Ok. Prochain exercice, on va faire un squat. Levez le genou et tapez dans les paumes. D'accord? Je vais mettre face à vous. Allez, on repart. Go. 1. On change de côté. On va chercher. 2. On arrondit le dos, on va chercher. Petit squat, on va chercher. On vide l'air. Petit squat. Videz bien l'air à la montée. Tendez bien la jambe. Cherchez loin, loin, loin. Allez, courage. Parfait. Maintenant, on va donner que des coups de pied. Le même enchaînement du début, mais sans les coups de poing. Les mains au niveau de la poitrine. On met les pieds au même niveau. On cherche très haut. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, courage. Plus haut. On vide l'air. Jambes bien tendues. Fixez un point devant vous. Essayez de l'atteindre. Repoussez vos limites. Allez. C'est le matin. Il faut se bouger. Ok. On récupère. Prochain exercice. Toujours on part du même principe. On va ouvrir les mains. Les coller. Genoux. 2 coups de genoux. Allez, go. 1,
2, on change de côté. On change de côté. On change. On va chercher. Allez, go. On frappe, allez. Un coup de genou. Deuxième. 1, 2, on change de côté. 1, 2, change de côté. Allez, go. Allez. Parfait. Maintenant, on va ouvrir les mains. On va faire 4 coups devant, 2 coups de genou. Allons-y, on ouvre les mains. 1, 2, 3, 4. 1, 2, l'autre genou. 1, 2. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Plus vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Ok, on récupère. Toujours léger squat et coup de pied sur le côté. On part toujours du même principe. Allez, un peu de cardio. On tend le bras. 1, 2, 3, 4. Faites travailler tous les muscles du corps. 5. On touche la jambe. 6, 7. C'est presque fini. 8. Allez, courage. 9, 10, 11, 12, 13, on essaie à 20, allez, 14, on accélère, 15, 16, on se rapproche de 20. Ok, on a fait 16 répétitions, un peu d'enchaînement, ça vous a pas fait de mal, j'en suis sûr. Prenez soin de vous, je passe l'antenne encore une fois à Marco, bonne journée et à bientôt, au revoir. Ah oui, bonne journée, bonne journée. Merci coach, c'est très intéressant hein, tout ça. Et puis on a affaire ce matin à des téléspectateurs un peu plus concernés parce que bien entendu c'est férié. Dans un instant, nous allons discuter avec le père Lorugnon Serge qui est jésuite, qui nous parlera de la célébration de la fête de Toussaint. Il est en train de s'habiller des micros de notre technicien, donc Arnaud. Et puis on discutera avec lui. D'ici là, on va aller vraiment voir ce qui se passe du côté de l'asphalte, l'ambiance sur les routes, c'est le point route. On y va. Premier endroit décrypté avec bien sûr la complicité de la... Voilà, nous sommes à notre magnifique échangeur de Marcory, toujours avec les images bien sûr de ces habitations que l'on connaît maintenant du bout des yeux, on va dire du bout de regard. Et voilà, l'activité, le trafic est plutôt inexistant, on va dire, c'est férié, c'est compréhensible en même temps. Alors, le pont de Gaulle, dans quelques instants, dans une poignée de secondes, va nous tendre sa belle vue. Waouh, très très belle vue. C'est un bel endroit hein, pour déclarer sa flamme. Ça fait 2 fois que vous le dites. Oui, je dis ça toujours parce que ça fait 2 fois que ça me fait plaisir de dire ça comme ça. Okay. Ça, vous envoyez votre épouse là-bas, pour réitérer vos vœux. Il y a une belle vue d'Abidjan. D'accord. Le message sera passé à Madame Govoy depuis... Ça donne l'inspiration, tout ça. Et puis voilà. Voilà, tout cela pour vous dire, mesdames et messieurs, que la circulation est très matinale. La circulation est au ralenti ce matin. Et voilà, et pour des personnes voilà, qui sortiraient maintenant, le boulevard Lagunaire s'offre à vous avec voilà, ses voies dégagées et sa belle vue sur la lagune ébrillée. Ça va en tout cas pour ce matin. Avec salade d'eau douce, avec son têtu, hein, qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Lui aussi, il a un esprit positivement têtu parce qu'il est toujours là, vous donnez des informations. Parfois, il a le secret de ces informations-là qui nous font tellement sourire. On a encore souvenance de ce monsieur donc, qui ne s'est pas brossé depuis sa naissance, qui a provoqué vraiment de l'hilarité sur ce plateau. Vous ne pouvez pas comprendre après des discussions qui sont suivies. Et puis aussi les ramifications. Bref. Ange Patrick Eolien, monsieur revue de presse de Matin Bonheur, il est avec nous. Bonjour Ange. Bonjour Marco, bonjour Alix, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse de ce 1er novembre 2018. La presse ivoirienne revient une nouvelle fois sur la conférence de presse de Jean-Louis Billon tenue mardi. Un vent de changement souffle pour 2020, rien ne l'arrêtera, prévient Jean-Louis Billon à la une du Nouveau Réveil.
Autre sujet évoqué par la même source, il s'agit de l'indignation de Maurice Kakou Gikawi, comme vous pouvez le voir sur la première image. Et sur la seconde, il dit « Nous sommes en plein terrorisme intellectuel ». Ça fait honte, parlant ainsi de la migration de plusieurs membres du PDCI vers le RHDP. En réponse à ces propos, le Jour Plus, à travers sa une, déclare « Bédié paye cash ses erreurs ». Selon le confrère, sur la deuxième image, les promotions des proches de Bédié au détriment de ceux qui, durant longtemps, se sont donnés corps et âme au sein du plus vieux parti ivoirien en sont l'une des causes. À la une du journal Le Temps, Bion met en garde Ouattara, titre ce quotidien proche du Front populaire ivoirien, parti d'opposition. Citant M. Bion dans l'article, le journal bleu indique que le PDCI a introduit un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême pour dénoncer ces victoires confisquées dans 3 communes et 4 circonscriptions régionales. Conférence sur le partenariat G20 Afrique à Berlin, Ouattara magnifie la coopération ivoiro-allemande. Article à découvrir à la page 2 de Fraternité Matin de ce jour. À l'international, les enquêtes dans l'affaire Rassoudi ou en bon train, le journaliste saoudien, selon le site d'information 20 minutes, Jamal Rassoudi a été tué par strangulation au consulat de son pays à Istanbul, a indiqué le procureur turc ce mercredi. Son corps a été démembré à l'intérieur du bâtiment. Et 20 minutes de conclure, le bureau du procureur a par ailleurs souligné le caractère prémédité de ce meurtre. Restons avec 20 minutes pour finir, et c'est avec une jeune américaine qui va regretter son acte toute sa vie. À l'occasion d'Halloween, Anna a collé des dents de vampire aux siennes à l'aide d'adhésifs. Problème, c'est qu'au moment de les retirer, les dents en plastique résistaient et donnaient en tout cas l'impression de bien se sentir dans sa bouche. Elle s'est donc rendue illico chez le dentiste qui a tout essayé en vain. Finalement, les grands moyens ont été employés. Le praticien a réalisé une intervention chirurgicale sans anesthésie. J'ai hurlé comme un bébé, je ne le referai plus jamais. C'est juré, l'américaine délivrée de sa dentition démoniaque. C'était notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. On se donne rendez-vous demain. Merci Ange-Patrick Eolier. Et nous, voilà, nous allons aussi exorciser toutes, on va dire, les mauvais démons avec la présence de notre cher prêtre Lorugnon Serge, avec qui nous parlerons de la fête de Toussaint. Voilà, on entend la fête de Toussaint, c'est un jour férié. On a un amalgame même des fois avec aussi la célébration des défunts. Bonjour mon père. Bonjour Alice. Dites-nous tout, qu'en est-il exactement? Exactement. Effectivement, je commencerai par distinguer les 2 jours. La Toussaint, c'est la célébration de la fête de tous les saints, inconnus. C'est une fête catholique. Vous savez que dans le calendrier, chaque jour, on a un saint qui nous est présenté comme modèle. Et on a des saints qu'on ne connaît pas, on appelle des saints inconnus, qui ont vécu d'une manière qui plaise à Dieu, mais qu'on ne peut pas nous présenter comme des modèles dont on ne sait pas pour certaines raisons. Et donc la Toussaint, c'est cela. Et le 2, c'est la commémoration des fidèles défunts. C'est tous ceux qui nous ont quittés et que nous pensons qu'il faut prier pour eux. La confusion vient du fait que le premier, étant un jour férié, et qu'il est difficile, vous le savez, vous qui travaillez, comme nous autres, de demander une autorisation pour le 2 pour aller au cimetière. Donc les gens ont préféré faire du premier, non seulement célébrer la Toussaint, et vous allez constater souvent les après-midi, après la messe, les gens vont au cimetière déposer des fleurs. Donc ça finit par faire comprendre à certains de l'extérieur que c'est le premier qui est la fête des morts. Alors, pour revenir à la fête de la Toussaint, qui est-ce qu'on peut appeler saint? Un saint, c'est, comme on dit dans l'Église, c'est quelqu'un qui a vécu d'une manière qui plaise à Dieu. En général, le jour de la Toussaint, on lit les textes des béatitudes. Okay. Donc, parmi les saints connus, il y a les martyrs, comme Pierre, comme Paul, comme d'autres aussi qui ont vécu dans leur vie quotidienne, comme Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, Saint Dominique, qui à travers des œuvres qui ont marqué, et ceux-là nous ont présentés parce qu'il y a eu en ce moment une procédure qui permet de permettre à ces personnes-là qu'on appelle une procédure de canonisation, qui permet
de dire qu'à travers une procédure qui est complexe, hein, qui est très complexe, méticuleuse. Et donc, on demande même souvent des signes et des miracles. Le dimanche dernier, on a eu la béatification du pape Paul VI et de Monseigneur Oscar Roméo. Donc, ceux-là, ce sont des saints connus. Donc, ils sont présentés à l'Église universelle pour que chacun d'entre nous puisse s'inspirer de leur vie et aussi vivre. Maintenant, à côté de ceux-là, il y a des hommes et des femmes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, peut-être dans l'anonymat, mais qui sont toujours dans la gloire de Dieu. Donc, le saint, c'est celui qui est dans la gloire de Dieu. C'est celui qui a vécu avec nous et qui se retrouve aujourd'hui dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi le 1er novembre est consacré à, comme on pourrait dire, des saints anonymes que nous ne connaissons pas. Est-ce qu'il y a des saints africains? Oui, il y a des saints africains. Les martyrs de l'Ouganda. Oui. Voilà. Saint Charles Wanga. Saint Kizito, ce sont des saints africains. Oui. Saint Kizito, dont le nom, plusieurs paroisses portent le nom. Oui. De Villa-Civil, la paroisse Saint Charles Wanga aussi. Voilà. Saint-Luc aussi, de 220. Donc, ce n'est pas Saint-Luc apôtre. Voilà. Donc, ce sont aussi des saints africains. Alors, mon père, comment célèbre-t-on la fête de Toussaint? La fête de Toussaint, je dirais, il faut la célébrer dans la joie. Dans la joie, dans l'espérance. Et aussi, peut-être faire un bilan de sa vie pour dire, si on est chrétien, est-ce que je vis d'une manière qui plaise à Dieu? Voilà, ça peut être cette interpellation-là. Parce que je pense à ce texte de béatitude, les 8 béatitudes qu'on va lire pendant la messe. Quelle est la béatitude qui me touche? Vous connaissez, heureux les pauvres de cœur, heureux les miséricordieux. Quelle est la béatitude qui me touche? Et quelle est la béatitude aussi que je n'arrive pas à vivre, qui fait difficulté? Est-ce que c'est le cœur pur? Heureux les miséricordieux, est-ce que je ne suis pas un homme de miséricorde qui arrive à pardonner? Donc la Toussaint, c'est vraiment un moment de joie, d'espérance. Il faut s'ouvrir aux autres. Je crois qu'il faut partager la joie et l'espérance. C'est la clé, hein, c'est ce qui reste, c'est ce qui doit prévaloir. C'est ce qui doit prévaloir. Et ce qui me plaît, c'est que dans l'Église catholique, tout est organisé, c'est-à-dire le même rituel qu'on a ici en Côte d'Ivoire, c'est le même au Japon, en Chine, tout ça. Il y a une certaine uniformité. Récemment, on a parlé de Mère Teresa, tout ça. Oui. Mère Teresa, le pape Jean-Paul II. Qui ont été canonisés. Mère Teresa, elle est religieuse, elle s'occupait des pauvres en Inde. Et sa vie a tellement marqué les gens par sa simplicité, par le don de sa vie. Tout ce qu'elle a fait à Calcutta. Et elle a été canonisée, présentée comme modèle de vie à tout et qui peut être honorée dans toutes les églises catholiques du monde. Comme le pape Jean-Paul II, également, par sa vie, par ses exemples, on le présente comme modèle que nous pouvons suivre. Mais à côté de ça aussi, il y a les parents de Sainte Thérèse, je crois, de l'enfant Jésus. De l'enfant Jésus. Voilà. Moi, je crois que c'est aussi un modèle pour les couples mariés. Parce que souvent, les saints qui nous sont présentés, c'est souvent des religieux ou des religieuses, des prêtres, tout ça. Et ceux qui sont laïcs, qui ne sont pas mariés, et qui sont mariés, se disent peut-être que le mariage n'est pas un chemin de sainteté. Mais je crois qu'il y en a d'autres. Cet exemple-là nous montre, peut nous inviter aussi à vivre. Donc, mon père, en fonction de sa situation, il y a un saint qu'on pourrait louer, vénérer. Quel est le terme indiqué pour attirer vers nous les grâces? Un saint ou une béatitude? En fonction de sa situation, bon, certains vont invoquer certains saints. Par exemple, on dit Saint Antoine de Padoue pour des causes perdus, pour les objets perdus. Sainte Rita. Marie qui défait l'aine. Marie qui défait l'aine, Sainte Philomène. Maintenant, on peut avoir une préférence personnelle pour certains saints dont on voudrait imiter la vie. Donc, on a lu la vie, on a dit Saint François d'Assise, Saint Ignace. Pour être un bon père, Saint Joseph. Saint Joseph. Donc, ces gens-là peuvent nous inspirer. Donc, en fonction du saint qu'on aime, et puis aussi en fonction de certaines situations, comme vous l'avez si bien souligné, on peut invoquer tel ou tel saint. Saint Christophe, quand on veut conduire. Patron des chauffeurs, donc on se met à invoquer Saint-Michel-Archange au combat. Oui. Voilà. Allez, il y a beaucoup de carcans qu'on ignorait, parce que dans l'entendement, l'imagerie populaire, c'est le 1er novembre, c'est la fête des morts. Au fait, finalement, c'est la vie qu'on célèbre. C'est la vie qu'on célèbre le 1er novembre. Et le 2 novembre, effectivement, on se recueille. On pense à tous ceux qui nous ont quittés. Comme acte de charité, on peut entretenir leur tombe, on peut demander des messes pour eux. On peut aller déposer des couronnes, se souvenir d'eux, et peut-être aussi en famille, rappeler pour garder la mémoire aux enfants, pour dire le grand-père, tel père, voilà ce qu'il a fait. Ça permet aussi de garder la mémoire pour que les enfants, mes petits-enfants qui n'ont pas connu tel ou tel parent, puissent au moins savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'il a fait.
Ce n'est pas un culte aux morts, parce que c'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. De prier pour ceux qui nous ont quittés. Une commémoration. Une commémoration, c'est biblique. Okay. Voilà. Bien. Merci infiniment, mon père, d'être passé sur ce plateau, nous instruire sur la fête de Toussaint. Je crois que tout a été précisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 1er novembre, c'est la fête des tous les saints. Et demain, ce sera la commémoration des chers défunts. Moi, on n'a même pas envie de vous laisser, on a encore 2 minutes. J'aimerais vous demander, concernant les Africains, on voit souvent, c'est vrai, les martyrs de l'Ouganda. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir un bref aperçu? La genèse, pour coller au texte. De qui? De la Toussaint ou bien? Non, les martyrs pour la canonisation des martyrs. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire qui est derrière? Les martyrs de l'Ouganda, c'est des jeunes qui ont refusé, qui étaient des catéchumènes, qui ont refusé de céder à la volonté du roi, qui voulaient qu'ils participent à un rite païen. Et ils ont donné leur vie. En signe de cela, ils ont été tués. Ils ont été tués. Et c'est ce qui a frappé la communauté, c'est-à-dire donner sa vie. Le don de sa vie. Pour le Christ. Ouais, ça, donc fort, voici en bref l'histoire de ces martyrs d'Ouganda. Et donc ils nous ont été présentés comme modèle pour dire que la vie, quelles que soient les situations, notre engagement pour le Christ doit prévaloir sur n'importe quel engagement. Et ça, c'est très important. Nous ne devons pas tout accepter, mais nous devons toujours dire que nous sommes prêts à mourir pour le Christ. Et le premier martyr chrétien que nous propose la Bible, le Nouveau Testament, c'est Saint Étienne, que nous connaissons, la mort d'Étienne dans les Actes des Apôtres, qui est mort de lapidation, qui est le premier martyr chrétien. Et après, il y en a d'autres, Jacques et d'autres qui sont morts, et les apôtres. Voilà. Alors le processus de canonisation est très, très, très méticuleux, on l'a dit à l'instant, parce que même pour Mère Teresa, à un moment, il y a eu blocage. Mais c'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, il faut mener des enquêtes. Entre ce qu'on voit et ce qu'on sait, ce qui est et ce qui sera, c'est cette enquête-là. Et donc, ça peut commencer au niveau d'un diocèse. Si on a des éléments suffisants qui montrent que la personne, il n'y a pas d'obstacle, on traduit ça à Rome. Et après la procédure, et la première étape, on fait de ça, la personne devient un vénérable. Après vénérable, bienheureux. Et bienheureux, on devient saint. Voilà. Alors, merci infiniment. Bénis soient tous les saints qui nous protègent là-haut dans les cieux. Et que tous les saints protègent donc cette émission Matin Bonheur et toute l'équipe. Merci beaucoup à vous, Père Laurignon Serge. Je rappelle que vous êtes jésuite. Avec vous, nous évoquions vraiment la symbolique de la Toussaint. Merci d'être notre compagnon. On espère que de chez vous, passez un très très bon moment et que vous vous reposez et que vous êtes en mode spiritualité par rapport à la Toussaint. Il est 6h28. Nous allons basculer dans une autre dimension par rapport à cette émission avec la météo et ensuite le journal, toujours avec Maïsako. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nord du pays, on observera en début de matinée un ciel généralement nuageux qui pourra occasionner des pluies par endroits. Par la suite, le temps y sera progressivement ensoleillé. Au sud du pays, on observera des passages de nuages accompagnés d'averses de pluie en cours de matinée et dans le reste du pays, le temps sera progressivement ensoleillé sous des températures allant de 22 à 25 degrés. 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 24 à Bandoukou et Boaké, 24 aussi à Daloa, 25 à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 25 à Korogo, 22 à Mont, 24 degrés à Odiéné, 25 à San Pedro et Sassandra et enfin 24 degrés à Tabou et Yamoussoukro. Le début d'après-midi sera ensoleillé sur l'ensemble du pays, mais en fin de période, l'effet de la brise occasionnera la formation de nuages denses accompagnés d'averses de pluie parfois mêlées d'orages isolés dans le sud forestier puis sur le littoral. Au nord et à l'ouest, on observera quelques bourgeonnements nuageux pouvant occasionner des pluies localisées en fin de période et ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Pour les températures de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan et à Diaké, 32 degrés à Bandoukou, 31 degrés à Boaké, 32 à Daloa, 33 degrés à Dimbokro, 32 à Gagnoa, 31 à Korogo et Mont, 32 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Très belle journée à toutes et à tous.
Merci de suivre ce deuxième volet de l'actualité. Amnesty International s'est inquiété hier du nombre de personnes tuées en Guinée, à savoir 18 depuis le début de l'année, dont 3 au cours des 2 dernières semaines. C'était lors des manifestations de l'opposition. Amnesty International demande aux autorités de Conakry de veiller à ce que personne d'autre ne perde la vie. L'opposition estime à 98 le nombre de manifestants tués depuis l'arrivée au pouvoir en 2010 du président Alpha Condé. Une trentaine d'organisations de la société civile ont dénoncé hier à Ouagadougou la criminalisation de l'insurrection populaire. C'était à l'occasion du 4e anniversaire du soulèvement qui a entraîné la chute du président Blaise Compaoré en 2014. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar, de retour à Juba pour une journée après plus de 2 ans d'absence, et le président Salva Kiir ont ensemble promis hier d'œuvrer à la paix, mais bien des obstacles restent à surmonter sur le chemin de la réconciliation. 2 ans et demi à peine après son indépendance, le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en 2013 à Juba, lorsque Salva Kiir, un Dinkan, a accusé Riek Machar de l'ethnie Nuer de fomenter un coup d'État. Le conflit marqué par des atrocités à caractère ethnique a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, près d'un tiers de la population donc, à s'enfuir. Des humanitaires se sont alarmés hier au sujet de la situation des Congolais expulsés d'Angola en octobre, estimant que ces personnes installées dans une région du centre de la République démocratique du Congo avaient besoin d'aide. Et c'est la fin de ce dernier volet, de ce deuxième volet, pardon, de l'actualité. Je vous retrouve dans 30 minutes. Merci Maï. On vous gardera beaucoup, encore vers 7 heures pour le dernier volet, comme vous l'avez dit, des informations. Avec beaucoup de plaisir. D'accord. À tout à l'heure Maï. Et notre invité, il est déjà installé, Monsieur Yao Félix. Il est coordonnateur du programme d'éducation financière. Avec lui, on parle de la chronique entrepreneuriat et comment trouver le financement. Voilà, on a tellement envie des fois de réaliser nos projets, mais comment mobiliser les fonds nécessaires. Il nous donnera tout de suite les secrets, mais avant, le jingle. Monsieur Yao, bonjour. Bonjour. Hier, c'était la journée de l'épargne. On a parlé de l'épargne, tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler de financement. Oh là là, bon Dieu, c'est que c'est difficile. Hein. Dieu seul sait comment c'est difficile en Côte d'Ivoire de trouver des financements, crédits à la banque, les banques qui fuient de plus en plus les entrepreneurs, tout ça. Est-ce qu'on peut faire un peu la situation, le plan de situation? Je crois que, bonjour d'abord, bonjour. Je crois que nous sommes dans la continuité de l'action, parce que parler épargne, c'est effectivement se préparer à entreprendre. Très bien. Naturellement, la question du financement des entrepreneurs se pose avec acuité, étant entendu qu'ils sont nombreux à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, mais tous, ou on va dire pratiquement tous, sont confrontés à, on va dire, au financement. Alors, rapidement, on va dire que le financement, il existe. Ah bon? Ah bon, oui. Il est où? Il existe. Il faut savoir aller le prendre. D'accord. Il faut savoir aller le prendre et je crois que c'est de cela que nous allons parler ce matin. Aller le prendre de façon légale. Hein, parce que oui, il faut savoir aller le prendre. Non, il ne faut pas les braquer. Il ne faut pas aller braquer. Alors, mais les banques ne prêtent pas, ou du moins ne prêtent plus. Le financement se fait de plus en plus rare. Et les gens, c'est normal aussi, les institutions ont peur parce que parfois le remboursement n'est pas évident. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Le professionnel que vous êtes, vous nous dites quoi? Alors, je ne partage pas toujours l'avis de ceux qui pensent que les banques ne prêtent pas. Ah bon? Oui. Les banques ne sont pas, on va dire, des structures philanthropes. Le banquier mesure le risque. Or, de façon globale, ces entreprises, on va dire, en démarrage, c'est vrai, présentent souvent un fort potentiel, mais également présentent beaucoup de risques. Okay. Donc, d'une part, le banquier, il regarde le dossier. Et pour la plupart du temps, j'ai la chance de siéger au sein de la commission de développement des PME et financement au niveau de la CGC, et donc je sais de quoi je parle. Alors, souvent l'argent est disponible.
l'argent est disponible. Les banques sont souvent liquides. Mais qu'est-ce qui manque alors aux différents demandeurs? Très souvent, les dossiers ne sont pas suffisamment bien montés. Donc, comment monter donc, un bon dossier pour contracter un prêt? Il faut avoir un bon business plan, travailler véritablement la partie financière de son business plan pour convaincre celui qui va vous donner son argent. C'est un peu la situation à laquelle les banques et les entrepreneurs sont confrontés. Mais pourquoi? Vous êtes à la CGC Academy. Oui. Voilà, il y a la CGC également. Mais pourquoi les banques aussi ne sensibilisent pas, ne disent pas à ces jeunes entrepreneurs-là, mais voilà où ça coince, voilà où vous devez améliorer pour que ce soit recevable? Pourquoi? Mais je crois qu'il y a des actions qui sont faites dans ce sens à travers. Pas assez. Aussi, je crois qu'au niveau de la CGC, par exemple, il y a eu déjà 2 sessions de formation des acteurs clés des PME. Oui, au niveau des banques concrètement. Les banques, non, mais ce sont des banquiers qui viennent intervenir. Oui. Au cours donc de ces assises, le banquier vient pour vous dire voici ce qu'il faut faire si vous voulez espérer avoir un financement auprès. Alors, Monsieur Yao, vous êtes avec nous, on a la chance de vous avoir sur le plateau. Cas pratique, on va donner en tout cas toutes les clés nécessaires aux différentes personnes de pouvoir, on va dire, contracter dans les normes leurs prêts. Quel est le procédé? Quand on monte un dossier de demande de prêt, quel est le procédé? Dites-nous tout, les secrets. Livrez les secrets. Vas-y. Je dirais simplement que d'abord, quand vous montez un dossier, un bon dossier, et que vous vous rapprochez de votre banquier, il y a d'abord des principes qu'il faut pouvoir garder à l'esprit. Ne jamais chercher à mentir à son banquier. Très bien. C'est compris? Voilà. Il faut lui dire les choses telles qu'elles sont. Pour prêter serment. OK? Mieux, il connaîtra le dossier, mieux il vous connaîtra également, alors vous comprendrez qu'il sera effectivement à l'aise de s'engager auprès de vous. Parce que n'oubliez pas qu'un projet, c'est du risque. Bien sûr. Voilà. Il va engager l'argent des uns et des autres. Donc, il prend beaucoup de précautions. Voici essentiellement. Et puis, le business plan. C'est-à-dire le plan d'affaires que vous avez élaboré. Vous revenez là-dessus, hein, c'est très important. Non, c'est très important. C'est là où beaucoup pêchent. Ben oui. Absolument, absolument. C'est vrai qu'entre ce qu'on écrit, donc, qui est le business plan qu'on monte sur papier, c'est souvent différent de la réalité du terrain, mais au moins, c'est l'avantage de ce que vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous avez effectivement pris conscience de toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer dans la mise en œuvre de votre entreprise en élaborant le business plan. Mais également, c'est un document qui va vous permettre effectivement de, on va dire, de chercher à convaincre les investisseurs. Mais il n'y a pas seulement que les banques. Justement. Il n'y a pas seulement que les banques où on peut aller trouver de l'argent. Il y a les subventions. Heureusement. Okay. Il y a les subventions. Ce sont des aides sans remboursement que l'État, que les collectivités, que les régions, les départements, effectivement, octroient aux jeunes qui veulent entreprendre. Mais beaucoup, beaucoup disent, non seulement beaucoup ne sont pas informés, comme le dit ma collègue Alix, mais aussi il y a une certaine, la manière de gérer ces subventions-là fait peur à certains jeunes. Parce qu'on a l'impression, je dis bien l'impression que des fois, c'est utilisé à des fins politiques. Par exemple, il y a des subventions voilà, pour ceux qui ont lutté pour le parti, tel ou tel parti. Donc les jeunes même qui veulent entreprendre, finalement, des fois, sont lésés. Vous avez certainement entendu parler de cela. Oui, effectivement, je veux dire, ce sont des faits qui remontent avec récurrence, mais ce n'est pas toujours effectivement vrai. Il y a quelquefois des ragots qui accompagnent, on va dire, ce type d'informations. Donc il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Voilà. Et ce que nous demandons aux jeunes, c'est d'aller à l'information. Et surtout, de se former, parce qu'entreprendre, ça s'apprend. Ça, il faut qu'ils le sachent une bonne fois. Comment se former donc à l'entrepreneuriat? Il y a en fait, je veux dire, des structures, il y a également des ateliers, des formations qui se déroulent. Il faut aller à ces formations, des modules qui sont... Il faut être en alerte sur tout ce qui est... Vous ne pouvez pas souhaiter ou rêver de devenir un grand entrepreneur si vous ne voulez pas mettre la main à la poche pour vous former. Est-ce que l'environnement, des fois... Moi, je ne veux pas défendre les jeunes forcément, mais je veux dire, est-ce que l'environnement, des fois, ne les décourage pas? C'est-à-dire? Est-ce que la douane, les impôts, est-ce que tout ça, est-ce que tout est mis en place? Par exemple, je sais qu'au Ghana, il y a une certaine facilité pour les jeunes entrepreneurs quand ils débutent.
Est-ce qu'ici, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a un environnement, je n'ai pas dit lisse, mais un environnement propice à l'épanouissement d'un jeune entrepreneur en Côte d'Ivoire? Je crois que de plus en plus, il y a du travail qui est fait dans ce sens. De plus en plus, c'est ça qu'il y avait un problème. Avec non, naturellement, nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a jamais eu de problème. Mais nous sommes en train de dire que quand les problèmes sont identifiés, effectivement, des solutions, on recherche des solutions pour accompagner, pour sortir effectivement les jeunes dans cette phase de blocage. Et puis, comme je l'ai dit, il n'y a pas seulement que la banque. Il y a les subventions, j'ai cité tout à l'heure les possibilités de subventions. Mais à côté de cela, il y a de l'argent à prendre dans les concours. Beaucoup de concours sont organisés. Vous avez parlé de Business Academy, ce n'est pas seulement la seule compétition sur la place. Il faut pouvoir postuler à ces concours. C'est de l'argent qu'on va prendre en griffe gratuitement voilà, sans intérêt. Vous avez aussi, on va dire, le love money. Oui. Le love money, qui en fait de l'argent que vous recherchez dans votre environnement immédiat, que ce soit auprès de la famille, que ce soit auprès des amis. Il faut pour cela aussi les convaincre, pour qu'ils puissent accepter effectivement de mettre de l'argent dans votre business. OK? Donc voici autant de possibilités qui s'offrent, on va dire, aux jeunes entrepreneurs. Et puis qu'ils sachent une bonne fois qu'en matière d'affaires, il n'y a pas de sentiment. Le petit 1, le déjeuner n'est pas gratuit. Le déjeuner n'est pas gratuit. Le déjeuner n'est pas gratuit en affaires. C'est-à-dire que sans rien, vous n'aurez rien. Et vous comprenez que même le banquier, pour qu'il vous prête, il va d'abord mesurer votre apport personnel. Solvabilité, bien sûr. Non, votre apport d'abord. Attendez, vous n'allez pas vouloir qu'il prenne seul le risque. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez? Il faut apprêter au moins 30%. Okay. Voilà, il y a un banquier qui m'a dit un jour, M. Gouvoy, même aux noces de Canaan, il y avait au moins de l'eau. Ah ben si. Oui, il y avait au moins de l'eau. Il y avait au moins de l'eau. Il y avait une base. Avant qu'il ne soit transformé. Tout à fait. Alors, on parle de... je viens d'avoir une question à l'oreillette. Là, il y a trop de taxes au niveau de l'assurance. On a l'impression que tout est fait pour décourager les jeunes entrepreneurs. Au Canada, dans d'autres pays, avec $40 sur Internet, je peux monter mon entreprise. Pourquoi ce n'est pas le cas comme ça chez nous? Pourquoi il y a tellement de contorsions? Ça fait peur, ça effraie les jeunes. Il y en a qui partent, il y en a qui deviennent migrants. C'est ça aussi. Les brouteurs certains. Oui, je crois que, je dis les difficultés, il y en a. Mais en même temps, il y a des solutions qui, de plus en plus, naissent pour essayer de juguler ces situations. Hier, c'était un parcours de combattant que de pouvoir donc créer son entreprise au niveau du CPC. Mais aujourd'hui, en 72 heures, c'est chose faite. Et puis, les montants sont véritablement réduits, considérablement réduits pour que les jeunes puissent entreprendre. Naturellement, il reste encore beaucoup à faire pour accompagner, pour encadrer surtout cette jeunesse. Parce que quoi qu'on dise, la question de l'employabilité trouvera donc réponse auprès de l'entrepreneuriat. Donc le gouvernement en est conscient, les bailleurs ont pris conscience, ont toujours pris conscience donc de la situation et chacun à son niveau essaie de faire, je veux dire, de jouer sa partition. Mais il faudrait également que les jeunes apprennent également à jouer les partitions, qu'ils apprennent à se former, qu'ils apprennent effectivement à monter des business plans, je veux dire, qui soient assez convaincants. C'est eux, c'est leur rêve qu'ils doivent vendre. Ils doivent savoir se vendre, auquel cas personne n'achètera. Merci beaucoup, Monsieur Yao Félix. Le tout n'est pas d'avoir seulement un rêve. Il faut apporter et en tout cas se doter de mécanismes solides pour pouvoir les réaliser. Merci beaucoup. Avec vous, on parlait bien sûr de comment trouver le financement. On ne va pas s'étendre sur l'argent, même plutôt, mais il contribue aussi en tout cas à maintenir une atmosphère de paix et puis de zen attitude. On parlera d'écologie. Écologie et réchauffement climatique, l'importance d'agir maintenant, mesdames et messieurs. Octobre 2018, le groupe de chercheurs intergouvernemental sur le climat a publié un nouveau rapport. À quoi ressemblerait notre monde si la température augmentait de 1,5 degrés? Imaginez ça un peu. Souvenez-vous de la COP 21. Oui, la belle COP 21 avec toutes ces promesses, avec tous ces radars à Paris. C'était en 2015 et les États ont adopté un accord mondial sur le climat. Objectif, bien réduire les émissions de gaz à effet de serre, tutti quanti. Il ne faut surtout pas dépasser les 2 degrés. Mais voilà, Donald Trump, depuis, est passé par là, mélangeant un peu tout. Mais bon, voilà, où en sommes-nous par rapport à cet objectif? Quelles seraient les conséquences des réchauffements planétaires avec 1,5 degré?
C'est la question que nous allons poser à notre monsieur environnement de Matin Bonheur, monsieur Cédric Lombardo, qui nous accompagne de notre chronique d'aujourd'hui, dont le thème est réchauffement climatique, l'importance d'agir maintenant. Jingle. Jingle. Le jingle, c'est la belle voix d'Alix qui va poser la première question. Ben voilà, alors, monsieur Cédric, bonjour. Bonjour. Bonne fête, c'est férié, mais vous êtes avec nous. Merci. Alors, nos pays qui sont les plus pauvres et les plus vulnérables sont de plus en plus touchés par le réchauffement climatique, ça c'est clair. Quelles mesures d'urgence à mettre en œuvre pour lutter contre les changements climatiques en vue de la réalisation des ODD? Les objectifs de développement durable, absolument. Exactement. Vous dites que nos pays sont les plus pauvres et les plus touchés, c'est malheureusement une réalité. En fait, plus on se rapproche de l'équateur, et la Côte d'Ivoire est très proche de l'équateur, plus les changements climatiques sont violents, et ça fait des années qu'on sait ça. Et c'est quelque chose que découvre... Pardon. C'est quelque chose que découvre maintenant l'hémisphère nord. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, au Japon, etc. Donc ils commencent un peu à comprendre ce que nous vivons depuis plusieurs années. Alors Dieu merci, nous avons les Nations Unies, et les Nations Unies ont mis en place en 2015 les objectifs de développement durable. Alors ce sera la première vidéo que nous allons passer aujourd'hui, justement, qui va nous permettre de présenter les fameux objectifs de développement durable, puisque à chaque session que nous faisons sur ce Matin Bonheur, on essaie toujours de rattacher un petit peu la chronique que nous avons par rapport à nos ODD. Donc si la vidéo numéro 1 passe, on peut y aller avec elle, mais si on ne passe pas, on le fera quand même sans elle. Bien sûr. C'est parfait. Normalement, la vidéo devrait être là, la vidéo va passer. Ah ben, la voilà. Toujours à temps. Donc, on a 17 objectifs de développement durable qui existent et le numéro 13 est spécialement dédié à la lutte contre les changements climatiques. Alors, chaque objectif de développement durable, chaque ODD a plusieurs cibles à l'intérieur. La cible numéro 1, c'est de renforcer la résilience, la capacité de résister et la capacité de s'adapter aux aléas du changement climatique. La deuxième, c'est que maintenant qu'on sait qu'il y a les changements climatiques, il faut que les politiques, les stratégies et la planification nationale intègrent ce concept de changement climatique. Il va aussi falloir que l'on renforce les capacités des individus, mais aussi les capacités des institutions, car il nous faut à la fois s'adapter au climat, mais il nous faut aussi être capable de réduire nos propres impacts sur le changement climatique. Et le quatrième point est extrêmement important, il s'agit de mettre en œuvre des systèmes d'alerte rapide. Parce que très souvent, on voit que les pluies sont en train d'arriver, les populations n'ont pas été informées des risques climatiques, donc on a besoin de systèmes d'alerte météorologiques qui nous permettront d'informer les populations. Et ce qui est très intéressant, quand on regarde les objectifs de développement durable, il y en avait 17. Mais en fait, dans tous ces ODD, on est capable de jouer avec plusieurs ODD pour être capable d'arriver à réussir un de ces objectifs. On avait vu, par exemple, la semaine dernière, l'objectif de développement durable sur les villes durables. Oui. Une ville durable qui va résister au changement climatique est par définition une ville durable. On avait des objectifs de développement durable sur l'énergie, par exemple. Donc, il faut regarder chacun de ces ODD, mais il faut aussi aller explorer un petit peu les autres et regarder comment y contribuer. Et quand on ne sait pas faire quelque chose sur le développement durable, on prend nos ODD et on a une roadmap, on a une feuille de route devant nous et on s'engage vers le développement durable. Alors Cédric, est-ce que le réchauffement climatique n'est pas déjà d'actualité dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Si, absolument. D'actualité, moi je vous dirais, je me rappelle toujours, c'est l'exemple que je donne en permanence. J'étais petit, on était en 1984 et on a eu les premiers grands délestages en Côte d'Ivoire. Et ces grands délestages, en fait, c'est tout simplement dû à une grande sécheresse. Cette sécheresse, a frappé le continent africain pratiquement depuis Dakar jusqu'à l'Éthiopie. Et finalement, de 70 à 84, on s'est rendu compte que la pluviométrie commençait à s'effondrer, alors que dans le reste du monde, les choses allaient relativement bien. 84, c'était carrément une horreur, puisqu'on a eu une sécheresse terrible pour les paysans, on n'avait plus de courant en Côte d'Ivoire, etc. Et depuis, la pluviométrie remonte lentement, mais nous ne sommes toujours pas arrivés au même niveau que dans les années 70. 70-2017, ça fait un sacré moment qu'on est au courant de ce qui se passe. Alors, comment expliquer simplement le réchauffement climatique pour tous nos téléspectateurs? Alors, comment expliquer simplement le réchauffement climatique? Oui. Pour ça, on a été prendre une vidéo d'un des partenaires de la RTI, qui sera le deuxième élément vidéo d'aujourd'hui, parce que malheureusement, ce n'est pas si simple à expliquer, mais dès que c'est possible, on laissera passer donc le deuxième élément vidéo, qui va vous expliquer justement la planète Terre et le réchauffement climatique avec la voix originale. À l'origine, l'effet de serre est un phénomène uniquement naturel. L'atmosphère terrestre est une enveloppe de gaz qui absorbe le rayonnement infrarouge de la Terre et emmagasine la chaleur. Sans ce bouclier naturel, appelé effet de serre, la température avoisinerait les moins 18 degrés et la vie ne serait probablement pas possible. Mais ce processus naturel a été déstabilisé par les concentrations dans l'atmosphère de 3 gaz à effet de serre, notamment dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote, qui ont atteint des niveaux records en 800 000 ans. En 130 ans, la température moyenne à la surface de la planète a gagné 0,85 degrés Celsius. Le niveau actuel des émissions conduit la planète vers une hausse de 4 degrés d'ici 2100.
Pour les climatologues, les activités humaines en sont les principales responsables. Avec les combustibles fossiles, les émissions cumulées de CO2 ont atteint plus de 2000 milliards de tonnes depuis la première révolution industrielle de 1750. L'agriculture intensive, le méthane qu'elle génère, est responsable de 10 à 12% des émissions de gaz à effet de serre, les ruminants à eux seuls y contribuant à près de 40%. Et la déforestation qui détruit la végétation, qui elle-même absorbe le CO2. Les impacts récents du changement climatique sont déjà visibles sur tous les continents, sur les systèmes humains et naturels, avec une multiplication de phénomènes extrêmes tels que l'aggravation des sécheresses, les inondations, l'élévation du niveau de la mer due à la fonte des glaciers et à l'expansion thermique de l'eau, l'acidification des océans, la disparition de certaines espèces, animales ou végétales. C'est vrai, moi j'ai souvenance de mon enfance quand on partait au village, par exemple, chez moi à Diekabo, Tiemeleko, tout ça, quand on allait, la forêt était épaisse, dense. Vraiment, il y avait la végétation, on était là, on prenait des notes, Mais oui, mais c'est vrai. Mais maintenant, est-ce que nous n'avons pas des pratiques en Côte d'Ivoire, Cédric, qui nous fragilisent face au changement climatique? Malheureusement, oui, parce que les populations ne sont pas suffisamment informées. Et donc, tout à l'heure, vous voyez, dans l'élément explicatif, on vous montrait par exemple le rôle de la déforestation. On a très souvent dit sur ce plateau, le métier, entre guillemets, de la forêt, c'est de conduire la pluie de l'océan jusqu'au Sahel. C'est de permettre à la pluie de rentrer dans la terre, c'est de donner de la fraîcheur, de la respiration, de capturer les émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, la Côte d'Ivoire a été de 90 à 2015 le champion du monde de la déforestation. C'est pas que nous n'aimons pas les arbres, entre guillemets, c'est que nous avons besoin d'espaces agricoles, nous avons été un peu perturbés dans nos pratiques agricoles, et donc aujourd'hui, nos paysans sont un petit peu perdus. On voit ça en ville, on voit ça dans le monde rural. Nous avons effectivement des pratiques qui nous fragilisent. Alors, doit-on vraiment s'alarmer? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de positivité dans tout ça? Il ne faut pas se calmer. Que disent les éléments du rapport du GIEC? Alors, est-ce qu'il faut s'alarmer? Je réponds rapidement. En fait, on avait déjà dit un jour, il est trop tard pour être pessimiste. Je veux dire, on est dans une telle situation qu'il faut désespérément agir. Et ça fait la première fois qu'on s'est rencontré avec Marcelin sur ce plateau, c'était en 2011. Et ça fait un sacré moment qu'on fait ce travail de sensibiliser un petit peu les gens. Et malheureusement, ce qu'on racontait il y a plusieurs années, aujourd'hui, est sur le terrain maintenant. Et justement, ce rapport du GIEC, parce qu'à la COP21, on avait dit, allez, promis juré, on s'engage, la température mondiale de la planète ne dépassera plus 1,5 degré Celsius. Chaque État, dont la Côte d'Ivoire, est venu présenter une contribution pour ce magnifique objectif. Et puis on s'est dit, mais en fait, à quoi ressemblerait le monde avec cette température de plus 1,5 degré Celsius? Et puis, où est-ce qu'on en est par rapport au risque que ça nous tombe dessus? Puisqu'on a dit, c'est pour 2100. Et justement, c'est pour ça que dans la vidéo que nous allons regarder maintenant, qui est la troisième vidéo de ce matin, on vous a présenté un petit peu la synthèse du rapport du GIEC. Alors déjà, il faut faire un petit peu le bilan humain. De 1998 à 2017, malheureusement, on va se rendre compte que nous avons déjà 1,3 million de décès enregistrés. Ça fait quand même beaucoup à cause du changement climatique. Et nous avons 4,4 milliards de blessés, de sinistrés ou de déplacés. Vous avez plus de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre sur notre planète en ce moment. Mais parfois, quand on parle d'argent, ça permet aussi un peu aux gens de comprendre de quoi il se passe. Le coût du changement climatique, les catastrophes environnementales, a été de 2521 milliards d'euros. Wow. Vous imaginez ça? Et la facture est partagée par qui? Non, elle est partagée par nous, tout simplement. Et c'est en augmentation de plus 55% par rapport aux 20 années précédentes. Donc c'est en train de grimper à toute vitesse. Alors le GIEC nous donne l'alerte parce qu'il dit, attention, avec ce qui se passe, la hausse de température de 1,5 degré Celsius, ça ne va pas arriver en 2100, ça va arriver entre 2030 et 2052, c'est-à-dire demain matin. Et pour être capable de lutter contre ça, il est impératif d'augmenter de 55% le montant annuel des investissements sur le terrain. Et pour ça, la solution urgente, toujours des chiffres malheureusement, c'est de réduire de 45% nos émissions de gaz à effet de serre. Vous imaginez un petit peu, ça ne va pas être très très facile à faire. On parle pratiquement de 2400 milliards de dollars à investir chaque année jusqu'en 2060 pour y arriver. C'est phénoménal. Alors les enjeux, ils sont très simples. Il est impératif de pouvoir agir sur le changement climatique parce que vous avez des millions, des centaines de millions de personnes qui vont être exposées à ces risques, qui vont être exposées à la pauvreté. Vous avez pratiquement 50% de la population, si on arrive à lutter contre le changement climatique, qui sortiront des risques de sécheresse et de pénurie d'eau, excusez-moi. Et j'ai perdu mon conducteur, c'est pas grave. Enfin bref, tout ça malheureusement, j'ai envie de dire, on l'a tellement dit, on l'a tellement répété sur ce plateau, je pense qu'aujourd'hui, au moins tous nos politiques sont informés, disons-nous la vérité. Oui. Maintenant, ce qui est important, c'est que les chefs d'entreprise, eux aussi, s'engagent dans cette démarche, ça commence à venir,
Mais le plus important de tout, c'est l'éducation de nos populations. Cédric, les activités humaines sont la force motrice dominante du changement climatique. Est-ce à dire que les campagnes de sensibilisation qu'on voit là tout restent inefficaces? Est-ce que ce n'est pas pour faire genre, comme on dit? Pour faire faire. Si. En fait, il y a souvent quelque chose qui me fait sourire, parce que vous avez vu, je prends tout ça avec humour, parce que sinon on devient dépressif dans le changement climatique. Il faut quelque chose qui me fait sourire, c'est parfois on voit tel sommet sur le développement durable de tel secteur de la Côte d'Ivoire. Des sommets ronflants. Oui. Dernièrement à Dubaï, oui. Voilà, on se dit c'est le dernier sommet, après ça, les attitudes vont changer. Non, mais il y a d'autres dates en même temps lors de ces sommets aussi. Et donc, en fait, au bout d'un moment, on se dit, OK, tous ces sommets que nous faisons malheureusement le plus souvent à la capitale, mais tous ces savoirs que nous présentons, que nous échangeons, il y a deux questions que je me pose en permanence. La première, qu'est-ce qui est rentré en brousse? Qu'est-ce qui est parti au village pour raconter un peu aux gens comment est-ce qu'on va faire sur le terrain? Oui. Moi, je suis un peu vieux, vous allez me dire, mais j'ai la nostalgie de deux entreprises de Côte d'Ivoire, la SATMACI et la CIDT. La SATMACI, si on prend l'exemple du cacao, la Côte d'Ivoire a été, en 1977, à dépasser le Ghana. On a crié victoire, on est plus fort que les Ghanéens pour produire du cacao. Mais parce que nous avions des entreprises d'État qui nous accompagnaient et qui disaient voici les itinéraires techniques agricoles à mettre en place, etc. La CIDT faisait la même chose pour le coton. Et malheureusement, nous n'avons pas d'accompagnement dans le monde rural. Et quant à la pollution de la ville d'Abidjan et sa contribution au changement climatique, on la voit tous les jours. On voit aussi nos forces de l'ordre sur la route. Que faisons-nous? Comment agissons-nous? Donc sensibiliser, oui, mais agir est le plus important. Et justement, moi je veux rester toujours dans la sphère positive. Est-ce que l'homme ne dispose pas encore de moyens pour éviter le pire? Ah, mais il dispose d'énormément de moyens. Ce qui est assez magnifique, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le génie humain. Et très souvent, moi ce que j'aime raconter aussi, c'est que la plus belle des technologies pour lutter contre le changement climatique, c'est l'arbre. Franchement, c'est pas compliqué de planter un arbre. Donc, il y a plein de solutions. Il faut travailler dans chaque secteur de l'économie et il faut mettre ces solutions à la disposition de nos populations. Il nous faut des engagements de nos politiques et il nous faut aussi que des politiques respectent leurs engagements. Ah, ça, faut le faire. Merci beaucoup à vous, Cédric Lombardo. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Il est 6h57. Dans quelques secondes seulement, on aura la pub. Mais n'oubliez pas que la thématique va revenir. La thématique de ce jeudi, c'est santé. On va parler donc de cancer et l'importance de la communication, de l'information. Parce qu'avec des informations décelées tôt, on peut sauver énormément de personnes. Nous sortons du mois d'octobre rose. Donc, on est de tout cœur. Nous sommes de tout cœur avec ces personnes qui souffrent des affres de cette maladie. Pub et nous revenons. Vous êtes à Matin Bonheur et je vous assure, vous faites bien. Merci de nous rejoindre pour le dernier flash. Près de 2000 Salvadoriens, adultes et enfants entament une longue marche vers les États-Unis, fuyant les gangs et le chômage dans l'espoir d'un avenir meilleur. Ce départ a été inspiré par l'exemple de milliers de migrants honduriens qui ont déjà pu franchir la frontière avec le Mexique et se dirigent vers le nord, vers la frontière américaine, où le président américain Donald Trump a déployé l'armée pour leur barrer le passage. Un adolescent de 17 ans s'est fait exploser hier dans une antenne locale des services russes de renseignement dans le nord de la Russie. Bilan 3 employés blessés. L'attaque a eu lieu à 8h52, heure locale, à Arkhangelsk, une ville à 1 millier de kilomètres au nord de Moscou, au bord de la mer Blanche. Le comité d'enquête, organe dépendant du Kremlin, a prononcé l'ouverture d'une enquête pour actes terroristes ainsi que pour détention illégale de munitions. Drogue et chômage côté espagnol, plein emploi à Gibraltar. La situation est diamétralement opposée de part et d'autre de la frontière, mais à quelques mois du Brexit, la même inquiétude prédomine. Suivez ce reportage. 9 h, c'est l'heure de pointe au poste frontière de Gibraltar. Chaque jour, près de 14 000 travailleurs traversent cette frontière qui sépare la Linea de la Concepción en Andalousie de l'enclave britannique. Comme Miguel, beaucoup de transfrontaliers souffrent déjà des premières conséquences du Brexit. Le premier impact a été la chute de la livre et mon salaire a logiquement été affecté par cette baisse. Mon salaire en livres reste le même, mais au moment de la conversion en euros, eh bien aujourd'hui, je n'ai plus le même pouvoir d'achat qu'il y a quelques années.
Avec un peu plus de 32 000 habitants, Gibraltar est dépendante de ses travailleurs transfrontaliers. Cependant, avec le Brexit, certaines entreprises craignent que les contrôles aux frontières soient plus stricts. Christopher emploie 18 personnes, dont la moitié sont transfrontaliers. Sans eux, son entrepôt ne pourrait pas fonctionner. Il serait littéralement impossible de pourvoir avec d'autres salariés tous les emplois de Gibraltar qui seraient affectés si les transfrontaliers n'étaient pas en mesure de venir. Malgré des négociations intenses entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, trop de doutes subsistent quant au scénario final. C'est pourquoi certaines entreprises tentent d'anticiper en cherchant des solutions. Peut-on travailler à distance pendant un certain temps? Existe-t-il des horaires plus flexibles? Peut-on changer ces horaires pour qu'ils ne coïncident pas avec les heures de pointe? Nous réfléchissons à cela, mais certaines entreprises ne peuvent pas le faire car cela dépend du secteur d'activité. Et ce ne sont pas seulement ceux qui travaillent à Gibraltar qui appréhendent le Brexit. Eladio tient un garage du côté espagnol. 2 tiers de ses clients viennent de l'enclave britannique à la recherche des prix les plus bas. Mais en cas de contrôle approfondi à la frontière, il craint pour son activité. Ici, il n'y a rien. Nous devrions faire nos valises et partir à l'étranger comme dans les années 60. La famille d'Eladio avait émigré en France après la fermeture de la frontière avec Gibraltar par le général Franco en 1969. Aujourd'hui, trouver un emploi à la Linea de la Concepción est presque impossible. Le taux de chômage y dépasse les 30%. Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème en 2010, a été acquittée par la Cour suprême du Pakistan hier. L'annonce du verdict a suscité la fureur des milieux religieux fondamentalistes qui appelaient de longue date à l'exécution de la chrétienne et provoqué des manifestations dans plusieurs villes du pays. En 2009, Asia Bibi avait eu le malheur de boire de l'eau dans un puits de son village, supposé réservé aux musulmans. Accusée par ses voisines d'avoir sali l'eau, Asia Bibi s'était défendue, ce qui lui a valu d'être accusée de blasphème, punie de la peine de mort dans la loi pakistanaise. La plus grande statue du monde a été inaugurée en Inde avec 240 mètres de hauteur. Elle dépasse la statue du Bouddha du temple de la source dans le Henan en Chine. Elle fait plus de 2 fois la statue de la liberté. La plus grande statue du monde se trouve dans l'état de Gujarat en Inde et représente l'un des pères fondateurs du pays, Vallabhbhai Patel, ministre de l'Intérieur en 1947 dans le tout premier gouvernement de l'Inde indépendante. Et comme Nehru Gandhi, il est un des héros nationaux indiens. Il devient de plus en plus difficile de se faire enterrer dans les cimetières parisiens intramuros. En 2017, seulement 171 concessions ont été accordées dans la capitale française pour plus de 5000 demandes. Et pour un prix qui ne cesse d'augmenter, environ 16 000 € pour 2 mètres carrés. Et c'est ce qu'il faut débourser. Une nouvelle plutôt terrible et regrettable, Marcellin. Oui, il devient très cher. Surtout la Toussaint. Clairement. Je veux dire que la mort devrait se faire avec un accompagnement fluide. Si ça doit encore créer des problèmes aux vivants, c'est pas très évident. Vraiment, c'est pas évident. C'est la fin aussi de ce dernier flash. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bonne journée, Maï. Bonne journée. Merci. Quel est votre programme pour cette journée? Vous avez repos, travail encore? Travail, toujours le travail. C'est un véritable sacerdoce. L'indépendance. Ben oui. Comme le disait Bernadette, après le travail, l'indépendance. Merci beaucoup à Maï Sako que vous retrouvez donc sur le groupe RTI. On salue également toutes ces personnes-là qui travaillent d'arrache-pied pour que le matin soit une effectivité dans votre quotidien. Encore une fois, très bonne fête de Toussaint. Et vous êtes dans un jour férié. Nous sommes fériés, mais en travaillant. Mais je vous assure que c'est pas à contre-cœur. On fait ça avec beaucoup de plaisir. Un petit lapsus, on dirait tout à l'heure. Révélateur. Honnêtement, ça fait mal. Mais bon. Mais voilà. On reste toujours concentré et puis on travaille pour vous avec beaucoup d'ardeur et de plaisir. On vous l'annonçait, la thématique aujourd'hui, c'est santé. On parle de l'information comme clé de la guérison concernant les cancers. Le cancer qui est une maladie dont les cellules se décuplent de manière incontrôlable. Alors, quand est-ce que l'information intervient et quel impact cela peut avoir sur la guérison des personnes atteintes? Postulat avec la capsule. À tout de suite.
Octobre rose, un mois de rappel et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Le cancer n'épargne personne. Enfants, jeunes, vieux, pauvres, riches. Un baromètre inquiétant à l'échelle mondiale avec un indicateur préoccupant en Côte d'Ivoire. Dans ce quartier populaire d'Abidjan, Adèle, une septuagénaire atteinte du cancer du col de l'utérus, depuis 1 an, ne reçoit pas de soins par manque de moyens. Le traitement du cancer coûte cher. Le traitement du cancer, comme vous-même vous le savez, ça coûte très cher. Ça coûte cher. Je n'ai pas les moyens, mes enfants non plus. Donc je souffre qui est le cancer. Koulibaly, après 6 mois de rémission complète, revient voir son médecin. La mauvaise nouvelle, des cellules sont à nouveau infectées. Je souffre de cancer. Moi, ça s'est commencé, c'est sein, côté droite. Maintenant, j'ai fini tous les traitements ici parti. Maintenant, on dit qu'il y a des cellules qui sont infectées. Donc, c'est ce qui est répété encore. Cette maladie caractérisée par la prolifération incontrôlée de cellules s'invite presque dans toutes les familles. Dans toutes les familles aujourd'hui, on a au moins entendu parler d'un parent malade du cancer. Et ça, déjà, ça doit attirer notre attention sur le niveau de gravité de cette maladie. Léa apprend que sa mère est atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Pour faire face, elle décide dans un premier temps de taire la nouvelle, mais surtout de ne pas en parler à son entourage. Dans un premier temps, quand on a appris ça, on ne lui a pas dit. Parce qu'on a eu peur. Vu son âge, on s'est dit, bon, du coup, si on lui dit qu'elle souffre d'un cancer, on ne sait pas ce qui va suivre après. Selon Léa, il faut préserver la vie de sa mère des mains obscures. Un choix bien difficile à assumer. Pour ne pas que les mains noires, comme nous sommes en Afrique, puissent empirer cette maladie, je préfère que ma mère vit cachée. Une maladie redoutée, associée à des représentations de mort, d'invalidité, d'où la nécessité d'une prise en charge psychologique. Tu vois ta mère qui souffre de cette maladie, qui est le cancer, qui est en train de mourir à petit feu, tu n'as pas les moyens pour lui venir en aide. C'est vraiment pas facile. À côté de la prise en charge psychologique, nous essayons, comme nous sommes une fondation, de procéder à des collectes de fonds qui permettent donc à la prise en charge financière du traitement de ces malades. Le cancer fait peur. Peut-on l'éviter? On peut éviter le cancer, mais pas pour tous les cancers. Certains cancers, notamment par le dépistage. Dépistage du cancer du sein, dépistage du cancer du col de l'utérus, dépistage du cancer du côlon, dépistage du cancer de la prostate. Pourtant, nombre de ces décès sont évitables. Entre 30 et 50% des cancers peuvent être prévenus en adoptant un mode de vie sain. Il est reconnu aujourd'hui qu'environ 60% des cancers peuvent être prévenus par une bonne alimentation, par un bon mode de vie en général. À côté des facteurs alimentaires, je fais une digression, c'est vrai, mais il y a les facteurs infectieux. Certains virus sont responsables de la survenue de cancers, notamment dans le cancer du col de l'utérus. Il y a un virus particulier qu'on appelle le Human Papillomavirus, qui est responsable de pratiquement de 95% des cancers du col de l'utérus. C'est un cancer qui peut être prévenu. L'OMS prévoit 18,1 millions de nouveaux cas en 2018 et 9,6 millions de décès imputables à la maladie. Les cancers du poumon et des seins sont les plus répandus. En Côte d'Ivoire, 1223 femmes meurent du cancer du sein chaque année sur 2248 cas diagnostiqués. Nous avons sur ce plateau donc la chance d'avoir le professeur Oro Apollinaire. Il est donc du CHU de Yopougon, du service gynéco-obstétrique. Avec lui, nous allons parler un peu de cancer. La question qui nous vient à l'esprit tout de suite, est-ce qu'on peut faire une catégorisation des cancers par rapport à la gravité, par rapport aux organes? Est-ce que ça peut se faire? Oui, merci. En effet, on peut faire une catégorisation parce qu'il faut savoir que tous les organes humains peuvent être l'objet d'un cancer. Et l'autre catégorisation, ça va concerner également la gravité du cancer. Le cancer, pour certains types, le cancer peut être découvert tôt. Donc, on a des cancers au début. Et puis, le cancer, lorsqu'il n'est pas découvert, il va évoluer. On va avoir donc des formes avancées de cancer où la prise en charge est un peu plus difficile. D'accord. Parlons de découverte, restons là-dessus. Comment se fait le procédé pour savoir le dépistage, on va dire? Donc, le dépistage va concerner donc,
la découverte donc, précoce du cancer avant même qu'il soit déclaré. Malheureusement, tous les cancers ne sont pas accessibles au dépistage. Nous avons 2 cancers importants, 2 cancers de la femme, à savoir donc le cancer du col et le cancer du sein, qui sont des cancers qui sont accessibles au dépistage. Et ce dépistage va consister donc à mettre en œuvre donc, certaines pratiques, certaines attitudes pour pouvoir donc le découvrir tôt. On va les rappeler, hein, parce que c'est très important. On sort là, à l'instant, hier, de la sensibilisation par excellence, le mois d'octobre, du cancer du sein. Quel est le procédé pour dépister, on va dire manuellement ou au toucher, le cancer du sein? Donc le cancer du sein, le dépistage va concerner 3 aspects essentiels. La première attitude de dépistage concerne principalement la femme. Elle-même va examiner son sein, et c'est ce qu'on appelle donc l'autopalpation ou l'auto-examen des seins. Pour celles qui sont réglées, donc qui voient les règles tous les mois, on va demander qu'après les règles, de se mettre donc en face donc, du miroir, dévêtu jusqu'à la ceinture, et puis de regarder les seins, regarder les contours, regarder la peau, et ensuite, moi, je conseille souvent donc, de se coucher avec un bras au-dessus de la tête. Et puis, avec l'autre main, on va appuyer donc, le sein sur la poitrine de telle sorte à rechercher donc, une boule. C'est ça l'autopalpation. On n'oubliera pas également de palper donc, les aisselles et puis de presser également le mamelon pour voir s'il n'y a pas un écoulement pathologique. Donc ça, c'est la première étape qui est l'auto-examen des seins. La deuxième étape, c'est que toutes les femmes sont appelées à se rendre au moins une fois par an chez leur gynécologue. Lui aussi procédera donc à l'examen des seins parce qu'il est plus à même donc, de découvrir donc, des boules ou des masses au début. Et puis enfin, la troisième attitude, c'est de réaliser la mammographie tous les 2 ans, à partir de 45 ans, selon les directives nationales, et pour celles qui ont un antécédent de cancer dans la famille, à partir de 40 ans. Donc voilà les 3 attitudes qu'il faut avoir pour dépister donc, le cancer du sein précocement. Alors je rappelle que vous êtes scénologue et je profite de l'occasion pour demander à tous ceux qui nous suivent, vous connaissez le rituel, voilà, c'est inscrit donc tout juste au bas de votre écran par rapport à nos différents démembrements digitaux, Facebook, Instagram, Twitter. Envoyez-nous des questions très importantes parce qu'au niveau de la rédaction en chef, on a voulu boucler ce mois d'octobre. C'est vrai qu'on va beaucoup parler du cancer du sein, mais aussi de tous les cancers. Justement, parlons des autres cancers. Est-ce que c'est le même procédé que le cancer du col de l'utérus ou bien le cancer du sein? L'autre cancer, effectivement, l'autre cancer qui est accessible au dépistage, c'est le cancer du col de l'utérus. Et alors, ce cancer, on peut également faire le dépistage. Donc, toutes les femmes qui sont en activité génitale, il faut donc se rendre à l'hôpital. On a 2 méthodes. La méthode qu'on appelle la méthode visuelle, qui va consister donc à mettre donc un certain nombre de produits sur le col, qui va permettre donc de révéler des anomalies du col qui sont des anomalies précurseurs donc, du cancer du sein. Et puis, l'autre méthode, c'est le frottis cervical. Voilà, il va consister donc à faire un prélèvement de cellules et qui va être l'objet d'analyse au laboratoire. Bref, dans tous les cas, l'information est capitale. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. La base, c'est que l'information, c'est l'impact de l'information qui peut nous sauver finalement. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, le cancer du sein, on dit qu'on peut guérir du cancer du sein. Et même quand on n'arrive pas à le guérir, on peut le rendre chronique. Donc, on peut vivre avec le cancer du sein. Donc, il est important donc, de faire le dépistage très tôt. Et pour le cancer du col, également, le dépistage va permettre de découvrir. Mais dans le cancer du col, on a l'avantage aujourd'hui d'avoir le vaccin. Donc, pour les jeunes filles à partir de 9 ans, on peut donc faire le vaccin. Et donc, le vaccin est disponible en Côte d'Ivoire. Il est gratuit, notamment? Il n'est pas gratuit, mais il n'est pas très coûteux. Bon, en tout cas, il est accessible. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de l'autopalpation pour des femmes qui sont toujours en règle, qui observent leurs règles. On en parlait la semaine passée avec le professeur Achille, des femmes ménopausées. Quel est l'indicateur? À quel moment elles peuvent effectuer l'autopalpation? Effectivement, les femmes ménopausées, on leur demande de choisir un jour dans le mois. Et tous les mois, donc, de faire l'autopalpation. Il peut s'agir donc du 1er du mois ou du 5 du mois, selon leur convenance. Et donc, elles vont avoir à date fixe faire l'autopalpation des seins. Alors, tout à l'heure, Alix a parlé du prix. C'est très important. Vous dites que c'est accessible. Est-ce qu'au niveau rural, nous femmes en milieu rural, qui ont vraiment des conditions vraiment aux antipodes de ce qui se passe en ville, est-ce qu'on a les mêmes...
est-ce qu'elles ont le même accès? Effectivement, en termes de dépistage, il faut savoir que le programme national de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire a installé donc des sites de dépistage à travers tout le pays. Et donc la méthode visuelle, c'est une méthode qui peut être faite par une sage-femme, tout agent de santé. Ce n'est pas une méthode complexe et on a l'avantage de donner un résultat immédiatement. Donc ces sites sont disponibles à travers le pays, donc dans les centres, dans les hôpitaux régionaux. Voilà. Le vaccin, c'est avant les rapports. Oui. Alors, si la personne la petite, par exemple, a subi un viol ou un rapport, ce qu'on ne souhaite pas, elle ne peut plus être vaccinée? Normalement, lorsqu'il y a eu des rapports, pour l'instant, on préconise donc de faire le dépistage. Voilà. Donc, celles qui sont en activité génitale, donc qui ont des rapports, le dépistage est préconisé. Et donc, les jeunes filles de 9 ans, c'est le vaccin qui est préconisé, en sachant même celles qui sont vaccinées. Parce que le vaccin, pour l'instant, ne protège pas contre tous les types de virus qui donnent donc le cancer du col. Et le papillomavirus, tout ça ne protège pas? Oui, il y a plusieurs types de papillomavirus, justement. Donc, aujourd'hui, le vaccin qui est disponible, c'est contre papillomavirus 16 et 18. D'accord. Voilà. Alors, revenons à l'information. On va aussi vulgariser toutes les formes de cancer et parler aussi des cancers qui peuvent toucher en même temps les hommes et les femmes. Est-ce que c'est systématiquement, quand on arrive au centre de santé, que le médecin nous instruit là-dessus? Ou bien c'est après des questionnements ou des anomalies que nous-mêmes nous constatons? L'information est donnée systématiquement. En fait, on a deux situations. Un patient qui vient pour une pathologie précise, c'est sûr que le médecin va poser des questions essentiellement sur cette pathologie, mais nous avons aussi l'éducation sanitaire à faire. Donc, tous les patients qui sont reçus, des conseils sont donnés sur les maladies possibles. Aujourd'hui, les maladies métaboliques, donc l'hypertension et le diabète, et également le cancer, qui est une thématique importante. Donc, on parle maintenant donc, de maladies non transmissibles, en sachant qu'aujourd'hui, c'est la grosse thématique au niveau de la santé, donc la lutte contre les maladies non transmissibles, dont fait partie donc, les cancers. L'information comme la clé de la guérison. Je rappelle que c'est le thème de notre... Alors, est-ce que cette information est accessible à tous? Je reviens là-dessus. À tout type à toutes les stratifications, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des femmes. Donc, des efforts sont faits dans ce sens. Il faut savoir que... c'est un discours politique, ça. À quelle fréquence les informations sont distribuées? En fait, tous les agents de santé donnent cette information donc, de lutte contre ces maladies. Notamment, il faut avoir de l'activité physique. Donc, c'est répété, même vous répétez donc ce message. Oui, avec physique, manger donc moins gras. Est-ce que vous allez en brousse? Est-ce que vous avez, d'après, comme disait Cédric Lombardo, est-ce que vous rentrez en brousse? Est-ce que vous allez... Oui, pour sensibiliser dans les hameaux, tout le monde. Parce qu'en 2018 encore, il y a des femmes qui vont à l'hôpital à vélo pour accoucher, pour des problèmes. Oui, ça existe. Est-ce que vous allez là-bas? Est-ce qu'en tant que professeur, vous faites parler votre influence? La couverture est totale? La couverture va dépendre également... informative. Voilà, l'informative va dépendre des centres de santé parce que l'information part des centres de santé. Il faut savoir que dans notre système de santé, on a aussi ce qu'on appelle les agents de santé communautaires. Donc, ce sont des membres de la communauté qui font le lien entre l'hôpital et la population. Et ceux-là, ils participent donc à l'information. Parce que même quand ils découvrent des cas dans la communauté et que la personne ne veut pas venir à l'hôpital, ils sont censés donc informer les agents de santé pour aller donner donc l'information. À cet effet, on doit lancer un message aux populations pour leur réserver des accueils. Des fois, on est sceptique à recevoir des étrangers à la maison. Ils peuvent nous apporter de bonnes informations. Oui, l'avantage, c'est que c'est quelqu'un de la communauté. Donc, c'est lui qui va ouvrir donc, la porte aux agents de santé pour rentrer donc, dans les familles. Professeur, les chiffres du cancer qu'on a donnés en Côte d'Ivoire, on doit avoir peur? Avoir peur, il faut prendre conscience de la situation, en sachant que le cancer est devenu une thématique importante dans les pays en développement. Il faut savoir également... Qui peut se guérir. Qu'on a la possibilité donc, de guérir donc, le cancer, il faut donc faire le dépistage et donc se rendre à l'hôpital pour rencontrer des agents de santé pour en discuter. Et nous avons tout le plateau technique en Côte d'Ivoire pour traiter le cancer. Quand vous parlez de tout le plateau technique, moi je veux bien savoir, mais il faut préciser, nous avons tout le plateau technique en ville. Est-ce qu'on a le plateau technique au village? Je reviens là-dessus parce que c'est important. Comment est fait la prise en charge pour ceux qui sont là-bas? La femme qui a Satama Sokora, qui veut avoir sa séance de palpation, elle va où? Elle se rend directement dans le centre de santé. Il faut, avec une sage-femme, simplement, les premiers agents, une sage-femme, un infirmier, elle peut faire son dépistage du cancer du col et son dépistage du cancer du sein.
concernant donc la palpation. Et s'il y a une lésion, en ce moment, on va monter au niveau de la pyramide sanitaire, donc à un niveau d'hôpital un peu plus haut pour pouvoir la prendre en charge. Parce que notre système étant pyramidal, à la base, on a les centres de santé qui sont chargés donc de faire les dépistages et d'être en contact avec la population. Et la prise en charge un peu plus lourde va se faire donc au sommet de la pyramide, au niveau donc des CHU. Alors, des centres spécialisés. D'accord. Parlons donc de la prise en charge. Comment se fait le traitement des cancers généralement? Des fois, on parle de chimiothérapie. Est-ce que c'est accessible, comme il dit, dans les milieux, on va dire, ruraux? Je dis que c'est très coûteux aussi, Alix. C'est très, très coûteux. Ah oui. Donc, concernant donc, le traitement va concerner... C'est un plaidoyer pour tout le monde, on dirait aujourd'hui. En effet, il va concerner plusieurs aspects. Donc, on a la chirurgie, donc, qui va permettre donc, de traiter donc, le cancer. Le deuxième élément, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie, pourquoi la chimiothérapie? Il faut savoir que le cancer, sa gravité va consister à envoyer donc, des cellules filles, donc envoyer des éléments dans le sang. Et ces éléments peuvent se localiser à n'importe quel endroit du corps. Il peut s'agir donc des poumons, du foie, au niveau donc, des os, et donc faire développer un autre cancer. C'est ce qui fait la gravité. On parle donc de métastase. Donc, pour lutter justement contre ces cellules qui se baladent dans le sang, il faut envoyer un autre produit qui va permettre donc de détruire ces cellules-là dans tout le corps. C'est ce qu'on appelle la chimiothérapie. Donc, vous voyez que c'est nécessaire. Le fait donc d'enlever une boule au niveau du sein, du point de vue chirurgical, ne traite pas totalement le cancer. C'est un début. C'est un début. La mastectomie ne traite pas du tout. Ça ne traite pas, parce que ça ne traite pas du tout. Ça va enlever la source, mais les cellules qui sont déjà en circulation dans le sang, la chirurgie ne le traite pas. Donc il faut apporter donc, des produits dans le sang pour pouvoir détruire donc, toutes ces cellules. C'est ce qu'on appelle la chimiothérapie. Et un troisième pan du traitement va consister maintenant à envoyer des rayons au niveau donc, du sein pour pouvoir éviter que la tumeur revienne. C'est ce qu'on appelle donc la radiothérapie. Donc maintenant, on a d'autres nouvelles molécules qui vont permettre donc, de lutter contre les hormones. C'est le traitement anti-hormonal que la patiente va prendre par voie orale. Est-ce que la prise en charge, docteur, est accessible? On a compris tout ce que vous avez dit. Mais est-ce que c'est accessible à tous? Des efforts ont été faits. La chirurgie se pratique dans tous les CHU de En plus d'être professeur, vous êtes politicien aussi? Non, du tout, du tout. Concernant la chimiothérapie, des efforts ont été faits également parce qu'il y a des conventions qui ont été signées avec certains laboratoires. Sachez que des molécules qui coûtaient 800 000 francs à l'époque, aujourd'hui, c'est gratuit. Comment ça? C'est gratuit. Vraiment gratuit? Oui, gratuit, oui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a gratuit et gratuit. Il y a gratuit avec G majuscule sur les plateaux de télé et gratuit avec G minuscule quand on va sur le terrain. Non, vous êtes sur le terrain. Tous les médicaments de chimiothérapie ne sont pas tous gratuits. On a des molécules, aujourd'hui, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, qui coûtaient très cher grâce à une convention avec, je n'ai pas le droit de citer les laboratoires, je peux citer... Tant que ça vous faire du bien, voilà, c'est de l'information, ce n'est pas de la publicité. Donc, voilà, un accord avec le laboratoire Roche qui fait que des produits qui coûtaient très cher, aujourd'hui, il y a une convention avec l'État de Côte d'Ivoire et Roche qui permet donc que ce médicament soit accessible. Mais ce médicament ne traite pas, évidemment, tous les cancers. Donc aujourd'hui, des efforts, je pense, sont en train d'être faits pour une prise en charge globale du cancer. Alors, mais le coût demeure encore élevé. D'accord. On a parlé également dans l'élément du deuxième cancer qui fait beaucoup de victimes de cancer, notamment du poumon. On peut donner les différents facteurs de contraction du cancer du poumon et puis donner des conseils pour sensibiliser. C'est l'information. Voilà, moi, en tant que sénologue, donc responsable donc, des cancers féminins, je vais répondre quand même au poumon. Il faut savoir que le premier facteur, c'est le tabac. Voilà. Donc la lutte contre le tabagisme actif et passif permet donc de réduire donc, le cancer du poumon. Actif et passif. Alors dites-nous, on parle de solutions naturelles. Il paraît que le corosol soigne le cancer, enfin atténue. C'est vrai? On entend parler. Donc ça, oui, il y a plein de... C'est avéré, il y a des études. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que manger sainement, donc avec un régime diversifié, moins riche en matière grasse, permet donc de lutter contre l'ensemble des maladies métaboliques. Faire du sport. Voilà, faire du sport, éviter la sédentarité. Voilà, donc sans éléments, c'est la prévention primaire de l'ensemble des cancers et des maladies non métaboliques. Maintenant,
Le Corosol particulièrement, bon, je n'ai pas vu d'études particulières dessus. Il n'y a pas de publication. Qui soignent le cancer, mais je pense que c'est des éléments, on sait que c'est bon pour la santé. En phase peut-être expérimentale. D'accord. Alors, professeur, on va parler maintenant des personnes qui entourent les malades du cancer. Comment ces personnes-là devraient réagir? L'accompagnement en milieu familial, dans l'environnement immédiat? Psychologique comme... Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à l'hôpital, nous, on a pris cette thématique en compte. Donc au CHU de Yopougon et également au centre de radiothérapie, il existe une consultation de psychologie. Voilà. Donc pendant qu'on consulte, on a une consultation de psychologie qui permet donc d'aider les patients atteints de cancer et d'accompagner leur famille. Ainsi, donc, il y a des groupes de parole qui sont mis en place pour pouvoir aider donc, les familles et trouver donc, la bonne attitude envers donc, les personnes affectées donc, par le cancer. Professeur, donc, quand on dit que quelqu'un est en rémission, concrètement, ça veut dire quoi? Quelqu'un en rémission, ça veut dire que la personne a un cancer, le cancer a été traité et en ce moment-là, le cancer, il n'y a plus de cellules actives dans le corps, la personne reprend son activité. Voilà. C'est ça la rémission. Mais on a eu des rémissions où après... Il y a récidive. Mais justement, quand on dit rémission, ça veut dire que ça s'est endormi. Le risque, c'est qu'avec le cancer, il peut avoir ce qu'on appelle maintenant des récidives. Voilà, des récidives. Donc le cancer peut se réveiller. On a toujours des moyens donc, de traiter, même quand il se réveille, de traiter donc, le cancer. Et dans ces facteurs-là, c'est dû à quoi? Parce que le traitement qu'on fait, lorsque le cancer a avancé, c'est pour ça qu'on a dit au départ, pour guérir du cancer, il faut que le cancer soit vu tôt et traité tôt. Lorsque le cancer est avancé, les traitements qu'on va faire vont permettre donc d'enlever la source et d'endormir et de détruire donc les cellules. Mais il y a des cellules qui sont endormies et qui peuvent se réveiller à tout moment. D'où l'intérêt, lorsqu'on est traité d'un cancer, de continuer de se faire suivre pour pouvoir encore dépister donc, ces récidives-là le plus tôt possible. D'où l'intérêt de l'information comme clé de la guérison. C'était donc le thème de ce rendez-vous. Merci. Et moi, je rêve, avant la conclusion, je rêve d'un jour, parce que de la même manière qu'on parle du cancer aujourd'hui, on parlait du paludisme comme ça, à l'époque. Mais aujourd'hui, on peut traiter le paludisme. Donc, je rêve qu'un jour, quelqu'un dise qu'il a le cancer et qu'il parte à l'hôpital et que 3 jours après, il revienne, il soit guéri. Gageons que ce soit vraiment cette journée où nous célébrons les saints, la vie, que cela soit réalisé un jour. Et j'ai envie de dire que vos vœux soient exaucés. Amen. Et nous, on a été aussi très heureux de passer à ce moment avec vous. On se retrouve demain à 5h55. Soyez au rendez-vous. À demain. Ciao.